Donc, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Comme vous le savez, l'Institut libéral organise régulièrement des conférences physiques, mais aussi des conférences en ligne, car c'est l'occasion d'inviter des personnes qui sont un peu plus loin que les contrées suisses pour leur donner la parole sur des thématiques qui nous intéressent. Et ce soir, la thématique que nous traitons, que nous avons la chance de traiter, c'est l'arrivée au pouvoir de Javier Milei en Argentine, qui est arrivé au pouvoir il y a maintenant 9 mois. Évidemment, l'Argentine et la Suisse, il y a une certaine distance, et parfois, quand il y a de la distance, on a de la peine à communiquer ou à bien comprendre ce qui se passe sur place. Donc, on souhaitait profiter de la conférence de ce soir pour bien comprendre euh, qu'est-ce qui se cache derrière le phénomène Javier Milei, qu'est-ce qu'il a déjà fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et peut-être aussi ce qui est encore à attendre dans les prochains mois. Et pour cela, on a la chance de compter sur l'expertise de Nikolai Wenzel, qui est américain mais francophile et qui parle parfaitement français depuis Paris. Et il est également professeur à Universidad de las Esperides. J'espère que j'ai bien prononcé, sinon il me corrigera tout de suite. Et il est également engagé à l'American Institute for Economic Research. Et donc, il va nous compter dans les prochaines minutes, dans les prochaines 40-45 minutes, sur le phénomène Milei et je lui donne tout de suite la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à l'Institut et merci à tous et à toutes d'être venus ce soir écouter cette histoire du tango, des valses de régime, etc. Je vais commencer tout de même par vous présenter mes excuses. Voilà 35 ans que j'habite aux États-Unis et l'air parisien me manquait. Ce n'est certainement pas la liberté économique ni le libéralisme en France qui me manquait, mais la famille, la gastronomie, la culture. Et donc, ça fait 25 ans que je donne des conférences en anglais et je n'en donne pas énormément en français. Donc, en cas d'anglicisme, je vous présente mes excuses tout de suite. La deuxième chose avant de commencer, c'est que je suis un institutionnaliste et non pas un macroéconomiste. Donc, je vais parler de macroéconomie, effectivement. Et le grand défi de Javier Milei d'Argentine est un défi macroéconomique, inflation, dépenses publiques, fiscalité, etc. Mais c'est tout de même à la base un problème constitutionnel, un problème institutionnel. Et je pense que pour comprendre l'Argentine, il faut vraiment comprendre d'abord l'histoire et ensuite les institutions, la liberté économique. Donc, je vais parler de questions de dollarisation, de questions de finances publiques, etc. Mais à la base, ce que je vais partager avec vous, c'est une idée institutionnelle, constitutionnelle. Effectivement, je travaille surtout dans la tradition de l'école autrichienne, dans la tradition de la public choice. J'ai fait mon doctorat à George Mason University aux États-Unis et j'ai un peu travaillé avec l'Institut libéral il y a 30, non, 25 ans, ça ne me rajeunit pas, quand j'étais un tout jeune avant mon doctorat à la Atlas, qui s'appelait à l'époque la Atlas Economic Research Foundation, qui s'appelle maintenant le Atlas Network, qui participe avec d'autres instituts libéraux à travers le monde dans notre quête partagée de liberté. Alors, pour pouvoir comprendre l'Argentine aujourd'hui et le défi de Javier Milei, il faut, je crois, commencer par un compte à rebours et commencer en 1500. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un cours magistral d'histoire que je vais vous donner ce soir, mais il est important, je pense, de couper l'histoire argentine en plusieurs phases. Alors, la première phase, 1500, avec le début de la colonisation espagnole, à peu près 1500, jusqu'à 1853, année à laquelle l'Argentine moderne a été fondée. Ensuite, 1930, qui représente le premier coup d'État du XXe siècle. Et il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres, une douzaine de coups d'État au XXe siècle, et le déclin institutionnel. Ensuite, une période de 73 ans, je dirais même, j'ai eu un peu de mal à couper parce qu'il y a eu un renouveau d'interventionnisme en 2003 qui a duré jusqu'en 2023 avec l'élection de Javier Milei. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui se passe maintenant, je pense qu'il faut vraiment retourner dans l'histoire, voir un peu ce qui se passe. Commençons par 1500. C'est à peu près l'année, euh, à peu près le moment auquel la colonisation espagnole a commencé. Je dis à peu près parce qu'il ne se passait rien en Argentine. C'était pas les grandes civilisations du Mexique, du Pérou. Il n'y avait pas d'or en Argentine. Il y avait très peu de populations indigènes que les Espagnols auraient pu faire travailler dans les mines, etc. Et donc,
l'Espagne était vraiment très, très peu intéressée par cette province qui n'avait pas vraiment d'intérêt. Ils l'ont découverte, je dis donc à peu près 1500, mais euh, l'Argentine n'est devenue qu'un vice-royaume que beaucoup plus tard, en 1600 et quelques. Mais c'était vraiment je dis le marigot de l'Empire espagnol. C'était pas intéressant pour l'Espagne. Bon, ils ont voulu coloniser le reste de l'Amérique du Sud, mais ce n'était pas un endroit intéressant, économiquement, politiquement, etc. L'indépendance de l'Argentine a eu lieu sans enthousiasme, sans projet, sans vision en 1810. Pourquoi 1810? Nous en revenons à l'Europe. 1810, les armées napoléoniennes ont envahi l'Espagne. La famille royale espagnole a quitté l'Espagne. Et donc, les colonies en ont profité, les élites locales hispanophones, les élites locales en ont profité pour déclarer leur indépendance, mais sans vraiment avoir de vision politique, sans avoir de projet, à part le désir d'être un pays indépendant. Donc l'Argentine gagne son indépendance en 1810, sans vision, sans projet, sans vraiment d'identité nationale. Et il s'ensuit pendant presque 45 ans une valse, si je peux me permettre d'emprunter la terminologie de James Buchanan dans son livre de 1975 sur les constitutions, une valse entre anarchie et léviathan. Donc pendant 43 ans, nous avons une suite de guerres civiles, ce qu'on appelle en espagnol les caudillos, les seigneurs locaux, même si c'était le 19e siècle, on peut parler de seigneurs locaux qui se faisaient la guerre entre eux, beaucoup d'insécurité institutionnelle, impossible d'avoir un développement économique immédiat. Et suite à ces guerres civiles, ces disputes entre chefs locaux, nous avions ensuite des dictateurs qui venaient 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans parfois au pouvoir pour essayer de rétablir l'ordre. Et donc, en tant que bons libéraux, nous pouvons immédiatement penser aux implications économiques de cette situation politique. Pour pouvoir avoir un développement économique important, une croissance économique importante, il faut de la stabilité, il faut de l'état de droit, il faut la protection des droits de propriété, des droits de contrat, etc. Et l'Argentine n'avait rien de tout cela au 19e siècle. Donc l'anarchie, bah, commençons. Il est impossible d'investir et de prévoir pour l'avenir dans une situation de guerre. Il est aussi très difficile d'investir quand le pouvoir est centralisé par le Léviathan, par le dictateur, qui met l'opposition en police, l'opposition en prison, qui interdit la liberté d'expression et qui favorise ses amis avec un capitalisme de connivence, un mélange de capitalisme de connivence et capitalisme d'État. Bref, pendant 43 ans, entre 1810, l'indépendance, et 1853, l'Argentine continue sans projet, sans fil d'Ariane, sans croissance économique, sans institutions stables, etc. Arrive en 1853 Monsieur Juan Bautista Alberdi, le père de l'Argentine moderne, un libéral, qui décide que ça suffit, que pour la croissance économique de l'Argentine, pour la stabilité politique du pays, il faut non seulement un projet, une vision, mais une vision libérale. Alberdi est un grand penseur, il a été diplomate, si je ne m'abuse, diplomate en Suisse d'ailleurs. Il existe un paradoxe, mais je pense que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il était amoureux, disons, de la Constitution américaine, amoureux du libéralisme des Lumières écossaises, mais aussi grand fanatique de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ayant été traduit en espagnol au moins une décennie ou deux avant Adam Smith et les auteurs écossais. Alberti avait aussi une passion pour Rousseau qui, je pense, a peut-être un petit peu influencé son projet constitutionnel. Mais en 1853, Alberti décide que ça suffit, que l'anarchie et la valse des dictateurs et la valse des guerres civiles n'est pas une solution pour l'Argentine. Et il a gain de cause en 1853 avec une constitution libérale. Alors c'est une constitution qu'il a empruntée à la constitution américaine. Et quand je dis empruntée, il l'a traduite. Alors,
Il existe quelques différences entre la Constitution de l'Argentine, qui est toujours en vigueur aujourd'hui avec des amendements, mais la Constitution de 1853 est une traduction de la Constitution des États-Unis avec quelques détails. Le catholicisme est la religion officielle de l'Argentine. Le président a plus de pouvoir et plus de pouvoir par décret, parce que Alberti connaissait très bien la situation américaine, connaissait l'importance de la séparation des pouvoirs, mais pensait aussi qu'il est important d'avoir un État central assez fort pour pouvoir dompter et mater les puissances locales, les caudillos locaux. Et il ajoute, parce qu'il avait l'avantage de une soixantaine d'années du modèle américain, il adopte la plupart des amendements à la Constitution américaine, notamment les 10 premiers amendements, les amendements des droits des citoyens. Il les adopte directement dans le texte de la Constitution. En 1853, l'Argentine, donc, est fondée, l'Argentine moderne, avec une vision libérale, un projet libéral, des institutions qui limitent le pouvoir, qui favorisent l'immigration, parce que c'était encore un pays assez vide, il fallait de la main-d'œuvre, une constitution qui favorisait les droits de propriété, la stabilité institutionnelle, les limites du pouvoir, le commerce international, le développement intérieur. Alors, vous avez vu, j'ai écrit ici 1853-1860. C'est un détail historique. La province de Buenos Aires, qui est la province, non seulement la capitale et le port principal, mais la province la plus riche, parce que c'était elle qui était orientée vers le reste du pays. Pendant 7 ans, cette année, entre 1853 et 1860, la province de Buenos Aires a voulu faire bande à part. Il y avait donc deux Argentines entre 1853 et 1860. Ça a été résolu après une petite guerre civile et beaucoup de diplomatie en 1860. Donc, même si la Constitution date de 1853, le pays date effectivement de 1860. On peut parler d'un miracle de l'histoire, un milagro de la historia en espagnol, parce que l'Argentine passe de 1500 à 1853. L'Argentine est un pays vide, un pays pauvre où ne se passe pas grand-chose. Les activités principales étaient euh, un peu le banditisme, le passage illégal sous le nez des douaniers espagnols, pas grand-chose. Entre 1860 et 1910, l'Argentine devient le huitième pays le plus riche du monde grâce aux institutions. C'est une histoire fantastique, c'est un miracle de l'histoire. Et on peut parler vraiment, c'est un cas d'étude extraordinaire pour toute l'école institutionnelle moderne. Douglas North, l'école qui analyse les institutions, euh, l'école autrichienne, l'analyse de la liberté économique et l'index de liberté économique dans le monde, parce que l'Argentine, en 1853 et 1860, a une révolution intellectuelle, jouit d'une révolution intellectuelle, d'une révolution institutionnelle, et c'est exactement le cas de figure de ce que nous, les libéraux, prêchons, c'est-à-dire un pays qui a le respect des institutions, un État limité, même s'il n'est pas aussi limité que l'État américain de son compagnon au nord, un pays qui respecte les droits de propriété, les droits de contrat, qui favorise le commerce, qui favorise la liberté économique et politique, passe en 50 ans, même pas, d'un petit marigot oublié de l'Empire espagnol au huitième pays le plus riche du monde, qui avait plus de kilomètres de routes et de voies ferrées que beaucoup de pays européens d'Europe de l'Ouest, pardon, qui avaient déjà une centaine d'années de révolution industrielle. Cette croissance est basée sur une immigration qui propose la main-d'œuvre, l'agriculture notamment, le commerce international, mais aussi le développement de l'industrie locale, la réfrigération, les trains, les transports, etc. Et l'Argentine est un pays riche au début du XXe siècle. Mais sous cette richesse et sous cette puissance institutionnelle, nous avons quelques problèmes. Le premier, l'immigration. Alors je dis ça en tant que bon libéral, avec beaucoup, un peu de crainte même, parce que je ne veux certainement pas faire un argument anti-immigration. Ce n'est pas l'idée, surtout ces jours-ci, dans un monde qui a tendance à se refermer. Mais l'immigration a quand même changé le caractère national de l'Argentine, parce que c'était surtout une immigration de l'Italie, une immigration de l'Italie du Sud. Donc ça a changé les dynamiques politiques.
Bien qu'étant un pays institutionnel d'état de droit, de respect des lois et des constitutions, l'Argentine demeurait entre 1860 et 1930 quand même une oligarchie. Le président était choisi au club, le club exclusif de Buenos Aires qui s'appelait le Jockey Club, par les élites locales. Le suffrage universel n'a été avancé qu'en 1912. Donc c'est un couteau à double tranchant parce que ça veut dire qu'avant 1912, il n'y avait effectivement pas vraiment de démocratie en Argentine parce que c'était une oligarchie où les plus riches industriels, les plus riches agriculteurs, les élites locales choisissaient le président et contrôlaient la politique. Mais ça veut dire aussi qu'en 1912, après une cinquantaine d'années d'immigration, donc une politique d'immigration voulue par Alberti et voulue par l'État argentin pour pouvoir amener la main-d'œuvre, pour pouvoir construire le pays. Ça voulait dire aussi qu'avec le suffrage universel, les ouvriers qui venaient d'arriver ont eu un désir de pénétrer non seulement dans le monde politique et le pouvoir politique, mais aussi le monde économique. Et à partir de 1912, nous commençons à voir les débuts d'un socialisme modeste. Ce n'est pas du tout un socialisme radical, mais un socialisme modeste qui demande plus de redistribution, plus de pouvoir politique pour le peuple, plus de pouvoir économique pour le peuple. En 1930, Hipólito Yrigoyen est élu le premier homme du peuple, le premier, bon, il ne s'appelait pas un socialiste, il s'appelait radical, mais peu importe, mais il avait des instincts socialistes de redistribution. Et il commence sa redistribution et les élites locales, les classes moyennes, les classes plus aisées, etc., euh, instigent, soutiennent le premier coup d'État du XXe siècle en Argentine. 1930, les chars et l'infanterie sortent des casernes militaires et le président est renvoyé et remplacé par une dictature militaire. C'est important parce que cela représente deux choses. Cela représente la fin du miracle argentin, parce que nous voyons depuis 1930 un déclin qui n'a pas eu lieu immédiatement, naturellement. L'Argentine étant le huitième pays le plus riche du monde en 1910, a continué sa croissance jusqu'en 1930, mais c'est effectivement un déclin qui continue, qui a commencé en 1930 et qui continue jusqu'à aujourd'hui avec Javier Milei. Mais c'est aussi important parce que 1930 représente les racines, les toutes premières graines d'un phénomène très argentin qui est le péronisme. Alors, le péronisme est associé à une personne historique, mais c'est aussi un mouvement. Comme on peut dire que le fascisme italien était inspiré de Mussolini. Bon, le fascisme italien n'a pas duré très longtemps à cause de la Deuxième Guerre mondiale, mais on peut penser que c'est un mouvement qui est sorti de ces idées-là. Et en 1943, le colonel Perón démarre son propre coup d'État. Donc, c'est une tradition argentine aussi au XXe siècle, un coup d'État au sein d'un coup d'État. Donc, l'armée peut entrer en politique, renvoyer le pouvoir civil, et quelques années après, d'autres officiers jugent et estiment que les généraux au pouvoir ne font pas leur tâche comme ils le souhaiteraient. Et donc, nous voyons un coup d'État à l'intérieur d'un coup d'État. 1943, Juan Domingo Perón rentre au pouvoir et démarre un mouvement politique qui continue jusqu'à aujourd'hui, le péronisme étant un mouvement politique très important encore en Argentine. Et le péronisme est un peu difficile à définir. Je me rappelle en 2006, pardon, quand j'ai passé l'été en Argentine pour mes recherches de thèse, plusieurs professeurs, plusieurs dirigeants de think tank à Buenos Aires m'ont dit, heureusement, vous avez une certaine humilité parce que nous voyons tellement d'Américains qui arrivent ici et qui en un été veulent comprendre et expliquer le péronisme. Nous le vivons depuis notre naissance. Nous l'étudions depuis une cinquantaine d'années, et nous n'arrivons toujours pas à expliquer exactement ce que c'est. Mais le péronisme, qu'est-ce que c'est? À l'origine, 1930, il est inspiré de Mussolini et du fascisme italien. Et donc, on peut penser que le péronisme est un mouvement corporatiste et clientéliste à travers lequel l'État intervient à une main très, très lourde. Donc, nous voyons des plans centraux. Si je m'abuse, c'était un plan quinquennal, mais peu importe. Une politique nationale économique,
beaucoup d'interventions dans l'économie et beaucoup de redistribution pour acheter les voix dans les urnes, disons, et dans les urnes électorales, et le corporatisme, c'est-à-dire que l'État était l'arbitre entre les différents pouvoirs, les agriculteurs, les industriels, les travailleurs, les professions libérales, donc une présence très forte de l'État. Je ne saurais, à vrai dire, pas vraiment trancher et vous dire si le péronisme est effectivement un pouvoir, un mouvement politique de gauche ou de droite. Ce n'est pas vraiment le moment de me plaindre, mais je dirais quand même que cette distinction gauche-droite qui existe depuis la Révolution française entre les royalistes, les libéraux, les radicaux, les jacobins, etc., n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, quand nous voyons que beaucoup des mouvements internationaux dits de droite sont populistes et ont certaines politiques qu'on pourrait appeler pratiquement socialistes, que le socialisme, en tout cas, enfin, que les mouvements de gauche aux États-Unis sont inspirés, très fortement impliqués avec le wokisme et les contrôles culturels plutôt que le contrôle économique. Bref, c'est compliqué. Le péronisme a des éléments traditionnels qu'on pourrait appeler d'extrême droite, parce qu'il est inspiré à l'origine de Mussolini et de quand même la présence de l'armée, mais aussi ce qu'on pourrait appeler un mouvement de gauche, parce qu'il favorise la redistribution, favorise les travailleurs, favorise les privilèges pour pouvoir acheter des voix, pour pouvoir rester au pouvoir. Alors, je dis ça en passant aussi parce que je suis toujours fasciné par Le Monde, que j'essaie de ne pas trop lire, le grand journal parisien et français, et récemment, Le Monde a décrit Javier Milei en tant que libertarien, néolibéral d'extrême droite. Alors, je ne comprends pas pourquoi, comment le libéralisme peut être d'extrême droite, mais dans le même paragraphe, Le Monde décrivait le péronisme comme étant un mouvement de centre-gauche, pas méchant. Alors qu'en fait, c'est un mouvement, le péronisme, une philosophie très interventionniste avec un très fort poids de l'État. Alors, il faut penser à ça, je pense, parce que le péronisme, Péron lui-même a été renvoyé par l'armée dans un coup d'État vers 1950, je crois en 1955. Il est revenu en politique en 1975, dans le début des années 70, alors qu'il était en exil en Espagne. Quand il est mort, sa deuxième épouse a pris le pouvoir après lui. Donc, pendant une quarantaine d'années, il avait directement et individuellement un lourd poids dans la politique de l'Argentine. Mais il faut considérer que même les coups d'État non péronistes, même l'opposition à la dictature militaire qui est revenue au pouvoir, enfin, l'opposition civile qui est revenue au pouvoir en 1983 après la fin de la dernière dictature militaire, bien qu'étant anti-péroniste en théorie, ont continué ce style de corporatisme et de clientélisme à l'Argentine à travers 11 coups d'État et 6 dictatures militaires entre 1930 et 1980. Alors, il n'y a pas besoin, vous êtes tous des libéraux, vous comprenez tous l'économie, vous pouvez voir que le miracle argentin de 1860 à 1930 a eu lieu grâce aux institutions et le déclin économique de l'Argentine a eu lieu à cause des institutions. Pourquoi? Donc, un peu en 1930 avec le bureaucratisme militaire, avec la centralisation militaire, mais surtout avec le péronisme, nous voyons un déclin des droits de propriété, un déclin des droits de contrat, beaucoup plus d'interventionnisme, de plafond des prix et de prix minimum, beaucoup plus d'impôts, beaucoup plus de dépenses publiques, beaucoup plus de poids de l'État. Bref, la fin de la liberté économique argentine, qui n'a pas eu lieu du jour au lendemain, mais qui a eu lieu au fil des années entre 1943 et aujourd'hui. Et l'Argentine, qui était le huitième pays le plus riche du monde, s'est retrouvée en situation de catastrophe économique, d'hyperinflation dans les années 1980 et de plusieurs interventions du Fonds monétaire international. Donc, entre 1910, 1920, 1930 et l'époque moderne, nous voyons une Argentine en déclin économique, hyperinflation chronique, dépenses publiques, déficit crise de devises internationales, etc. Et en 2003, après la grande crise récente,
la première grande crise qui a eu lieu en 2001-2002. Nous avons vu en 2003 une renaissance péroniste et surtout au fil des 10 dernières années, une renaissance péroniste, une intervention encore plus forte, un poids de l'État encore plus fort, même une amitié très très forte entre une amitié politique entre l'Argentine et le Venezuela, avec les mouvements de gauche interventionnistes de l'Amérique latine, y compris les mouvements de Morales, Evo Morales et de Rafael Correa et d'autres populistes de gauche. Beaucoup plus d'interventions. L'Argentine, par exemple, a imposé des impôts sur les exportations, alors que c'est le cœur de l'économie argentine. Et donc, nous en arrivons à 2023. Décembre 2023. Pourquoi décembre 2023? Parce que c'est en décembre 2023 que Javier Milei est élu avec 56% des voix à la présidence de la République argentine. L'hyperinflation avait disparu. En 1980, dans les années 80, le peuple argentin a tellement souffert qu'il n'y avait plus d'appétit politique pour l'inflation. Même quand je suis allé en Argentine en 2006 pour mes recherches de thèse doctorale, plusieurs chercheurs, plusieurs experts m'ont dit qu'il était impossible politiquement de retourner à l'hyperinflation des années 1980 parce que le peuple ne l'accepterait plus. Le peuple avait tellement souffert pendant les années 80. Et pourtant, avec cette renaissance péroniste au fil de la dernière décennie, nous avons vu un retour de l'hyperinflation de 200 à 300% par an. Donc voilà la situation de laquelle Javier Milei a hérité. Entre 2003 et 2023, la pauvreté en Argentine a augmenté de 10% de la population à presque la moitié de la population. Pourquoi? Manque de respect pour les institutions, de plus en plus d'interventionnisme, les plafonds de prix et les prix minimums pour favoriser tel ou tel groupe politique, les privilèges aux fonctionnaires, par exemple. Toute la fonction publique reçoit des salaires beaucoup plus élevés, notamment les instituteurs, des retraites plus élevées. Encore une fois, l'idée du péronisme, redistribuer et que l'État joue le rôle d'arbitre entre les différents contrepoids pour pouvoir incorporer les contrepoids au sein du péronisme. Les contrepoids officiels ont été complètement détruits. La Cour suprême, qui était basée sur le modèle américain, donc une Cour suprême dans le style de John Marshall, très puissante à l'origine, très puissante dans le texte constitutionnel de 1853 de l'Argentine. La Cour suprême a été remplie de péronistes qui étaient amis du pouvoir. La Banque centrale est devenue un organe, en gros, du ministère des Finances pour financer les dépenses publiques. Donc, comme vous le savez, quand les dépenses publiques augmentent, l'État peut emprunter, mais l'État argentin ne pouvait plus emprunter parce qu'il a eu plusieurs crises de dette qui a été sauvé par le FMI. L'État, pour favoriser les augmentations de dépenses publiques, peut imposer des impôts, mais quand on est corporatiste, on essaie d'éviter d'imposer trop d'impôts. Alors la solution la plus facile, c'est imprimer, créer de la nouvelle monnaie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à tel point que pendant 3 ou 4 ans, certaines revues internationales économiques, comme The Economist, ne publiaient même plus les données officielles de l'Argentine parce que l'Argentine avait menti au monde pour pouvoir cacher sa situation économique, avait non seulement remplacé l'indépendance de la Banque centrale par la puissance du ministère de l'économie et des finances, mais aussi limogé le directeur de l'Institut national des statistiques qui a eu le toupet de raconter au monde la vraie situation en Argentine. Et donc, il a été limogé et l'Argentine, pendant plusieurs années, a menti. Et ce n'est qu'il y a, je crois, en 2019 ou 2020 à peu près, que les statistiques ont pu être plus crédibles. Donc voilà où nous en sommes en décembre 2023, il y a 9 mois. Javier Milei est élu avec 56% des voix et il arrive avec sa tronçonneuse pour s'attaquer aux dépenses publiques, s'attaquer au déficit public, s'attaquer à l'inflation. Et ce personnage de Javier Milei est fascinant parce que c'est une personne très sérieuse, mais en même temps, il adore le spectacle politique. Il adore le spectacle politique. Il est connu, bon, déjà, il s'est fait prendre en photo avec une tronçonneuse parce qu'il voulait indiquer qu'il allait s'attaquer aux dépenses publiques.
Il rentre dans des guerres sur X ou Twitter, je ne sais plus comment on appelle aujourd'hui, avec les présidents des autres pays d'Amérique latine, les insultes, les diplomates argentins sont assez souvent renvoyés d'autres pays parce que les ambassadeurs sont renvoyés parce que Javier Milei a insulté quelqu'un cette semaine. Mais en même temps, c'est une personne très sérieuse, un professeur d'économie, donc ça me fait immédiatement plaisir de voir que c'est un économiste et non pas un homme politique professionnel qui est au pouvoir de l'Argentine, assez jeune, donc il a une cinquantaine d'années, né en 1970, professeur d'économie, libertarien, voire même anarcho-capitaliste, mais il se retrouve dans une situation difficile parce que maintenant qu'il est au pouvoir, il a dû accepter certains compromis politiques et il n'a pas pu immédiatement imposer tout son programme de réforme. Et bien entendu, pour un libertarien, c'est possible, un libéral, c'est possible, mais pour un anarcho-capitaliste, se retrouver au pouvoir d'un État contre lequel on est contre philosophiquement, c'est déjà un peu plus difficile. Mais il n'a que deux années d'expérience politique, député pendant 2 ans, et il a un mandat de 4 ans qui a commencé en décembre 2023. Voilà le personnage de Javier Milei. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a fait Javier Milei dans ces 9 derniers mois? Je vous le rappelle, je suis à la base un institutionnaliste et non pas un macroéconomiste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails macroéconomiques, mais il a imposé des réformes institutionnelles à la base. Alors, c'est fascinant parce que, un petit détail historique, j'ai parlé de Juan Bautista Alberdi, le fondateur, le père, disons, le père fondateur de l'Argentine moderne avec son projet de constitution en 1853. Alberdi a expliqué son projet de constitution en 1853 avec un livre qui s'appelle Bases y puntos de partida, donc les bases et les points de départ pour une renaissance argentine. Et Javier Milei a donné le nom de loi de base en hommage à Alberdi, a donné ce nom-là à son grand projet institutionnel de réforme argentine. Alors, qu'a fait Javier Milei? Beaucoup de dérégulation, beaucoup d'avancées de la liberté économique. Il essaie à lui seul, en 9 mois, de faire un virage important dans une politique argentine qui a commencé en 1943 avec l'arrivée de Juan Domingo Perón au pouvoir. Mais il a commencé par faire quoi? Des dérégulations du marché immobilier, beaucoup plus de liberté économique, beaucoup plus de liberté des prix, dérégulation des marchés financiers, des marchés du travail, des protections des consommateurs. Alors, on peut être pour la protection du consommateur, mais quand elle est excessive, ça veut dire qu'il y a moins de liberté économique, moins de liberté d'entreprendre, plus de prix élevés, etc. Il a enlevé les entraves au contrat, parce que l'État argentin était tellement puissant qu'il réécrivait ou réinterprétait les contrats. Et question importante à laquelle je vais revenir, Millet avait promis, plus ou moins, et il compte toujours, dollariser l'économie argentine. C'est-à-dire remplacer le peso argentin, remplacer la banque centrale par le dollar américain, parce que la banque centrale américaine, alors, qui n'est pas gérée par des anges, il existe beaucoup de problèmes avec la banque centrale américaine, mais la banque centrale américaine est beaucoup plus responsable et beaucoup plus indépendante politiquement que la banque centrale de l'Argentine. Donc l'idée, ce serait d'en finir avec les dépenses publiques excessives, d'en finir avec l'inflation et l'hyperinflation en fermant la banque centrale d'Argentine et remplacer le peso par le dollar. Alors, Milei n'a pas fait ça. En 9 mois, il n'a pas fait ça. Beaucoup de ses détracteurs pensent qu'il est trop faible politiquement, pensent qu'il a d'autres desseins en tête, mais je vais revenir à ce sujet dans quelques minutes. Millet a quand même fait une chose très intéressante. Il a changé les lois de cours légales pour permettre aux monnaies étrangères, et notamment aux crypto-monnaies, dont Bitcoin, d'être utilisées dans les contrats, s'il n'est pas au jour le jour, pas au quotidien, donc au supermarché, on ne peut pas se servir de dollars légalement, bien que ce soit le cas dans le marché noir, etc. Mais pour les contrats immobiliers, les contrats commerciaux, etc., les Argentins peuvent maintenant
participer à l'activité économique sans le poids du peso, c'est-à-dire peuvent utiliser des dollars ou des bitcoins. Alors, un petit peu de théorie, si on parle de la banque libre, il existe plusieurs modèles. Donc, le modèle le plus radical, qui serait par exemple celui de Murray Rothbard, serait d'en finir complètement avec la monnaie nationale et d'avoir seulement des monnaies privées imprimées et présentées par des banques individuelles. Il existe un autre modèle qui était celui de Hayek en 1974, qui a proposé une dénationalisation de la monnaie. Il a proposé une dénationalisation de la monnaie, c'est-à-dire sans, sans en finir avec les banques nationales, sans en finir avec la banque centrale, etc. Hayek a proposé le modèle d'ouvrir les économies aux monnaies étrangères. Donc, c'est-à-dire, et c'est un petit peu ce qui se passait de facto quand on pense à l'Europe de l'Est, entre la fin de l'Empire soviétique et le début de l'euro, beaucoup de transactions, bon, au quotidien, toutes les transactions avaient lieu dans la monnaie nationale, mais les transactions immobilières, les contrats commerciaux avaient lieu souvent en Deutschmark, parce que c'était une monnaie en laquelle on pouvait avoir confiance. Donc, selon le modèle de Hayek, une alternative, c'est-à-dire sans en finir complètement avec les banques centrales, l'idée serait d'ouvrir l'économie aux monnaies. Donc, c'est-à-dire en Europe, par exemple, au lieu d'avoir l'euro, les consommateurs pourraient choisir d'acheter leur immobilier, pourraient choisir d'écrire leurs contrats commerciaux, enfin, les entrepreneurs, en utilisant le franc suisse, en utilisant le Deutschmark, la livre sterling, le dollar, etc., s'ils n'avaient pas confiance en leur monnaie nationale et n'avaient pas confiance que la Banque centrale n'allait pas causer une inflation. Alors, c'est un pas intermédiaire très important, parce qu'au point de vue économique, cela permet d'ouvrir l'économie, mais il y a un problème institutionnel et je vais y revenir. Milei a aussi effectivement sorti sa tronçonneuse et baissé les dépenses publiques. Et c'est la première fois depuis 16 ans que l'Argentine n'a pas de déficit budgétaire cette année et au contraire a un excédent budgétaire. Et dernière chose très importante, Milei a commencé un retour vers l'état de droit argentin. Je suis un institutionnaliste, il faut que je parle des institutions. Le problème sous le péronisme, c'est que non seulement les ouvriers avaient un droit de grève très important, mais quand les ouvriers, une tradition argentine, quand les ouvriers partaient en grève, commençaient une grève, ils bloquaient les rues, ils bloquaient les accès aux usines. Donc, empêchant les autres aussi de travailler et fermant l'activité économique complètement. Sous Milei, nous avons un retour à l'état de droit, c'est-à-dire qu'il existe toujours le droit d'expression, il existe toujours le droit de grève, mais il est interdit de bloquer les rues et bloquer les entrées d'usines. Et les personnes qui bloquent les rues, qui bloquent les entrées d'usines, les entrées des commerces, non seulement peuvent être arrêtées par la police, mais peuvent aussi perdre leurs acquis sociaux, peuvent perdre leur chèque mensuel qui vient de l'État. Donc c'est une démarche très importante pour le retour vers l'État de droit. En 9 mois, voici ce que Milei a déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? La dollarisation. Il s'est fait taper sur les doigts par beaucoup de personnes, y compris, je vais en parler dans quelques minutes, dans le prochain slide, comme on dit en bon français, Emilio Ocampo, un économiste qui allait être le directeur de la Banque centrale argentine, est très critique de Milei en disant que Milei n'a toujours pas dollarisé. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il existe plusieurs explications. Le premier, c'est une explication politique. Milei est quand même un radical. Il n'a pas tout le pouvoir politique. Alors, le président argentin a beaucoup de pouvoir de décret, surtout en cas d'urgence ou en cas d'économie, mais le décret doit être soutenu par une des deux chambres. Donc, il a dû mettre un peu d'eau dans son vin au point de vue politique. Il existe aussi une peur du manque de dollars. C'est-à-dire que si l'Argentine dollarise et qu'il n'y a pas assez de dollars physiques, de billets de dollars en Argentine, cela pourrait causer une crise. Et la peur de l'inflation, si d'un seul coup les dollars rentrent en circulation à cause de la dollarisation, cela pourrait causer une augmentation immédiate et énorme de la demande, ce qui pourrait aussi rajouter à l'inflation. Alors, phénomène intéressant, je ne sais pas s'il y a 3 jours ou il y a 5 jours, c'est très très récent.
l'Argentine a déclaré une amnistie fiscale qui a permis aux Argentins de déposer leurs dollars qui cachaient dans les matelas dans leur compte en banque. Et donc, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que le régime de Milei essaie de déterminer combien de dollars effectivement sont dans le pays, mais aussi c'est un test, c'est un baromètre pour voir la confiance qu'ont les Argentins, ces Argentins à qui on a menti pendant 70 ans, qui ont vécu une instabilité institutionnelle, une instabilité monétaire, etc. Et une grande majorité des Argentins ont eu confiance en Milei et ont déposé cette dernière semaine leurs dollars dans leur compte en banque. Donc, à suivre. Je ne sais pas ce que. Donc, ces explications pour la dollarisation. Milei n'a pas encore maté l'inflation. Elle est encore à 250%, mais elle baisse. Elle baisse de manière importante. Alors, pourquoi pas d'inflation? euh, Une explication est que Milei voulait faire baisser les dépenses publiques, la dette argentine, le déficit budgétaire. Et quoi de plus facile pour commencer que de commencer par dépenser des pesos qui valent très très peu. Cela va l'aider à baisser les dépenses publiques et le déficit budgétaire. Alors peut-être que le premier pas est de couper les dépenses publiques et ensuite dollariser dans l'avenir quand les dépenses publiques et la dette argentine seront maîtrisées. Surtout que Milei a dû entrer dans des compromis et des promesses avec le Fonds monétaire international, encore une fois, à cause de la dette argentine. Troisième problème de Javier Milei, il n'a pas vaincu dans sa bagarre contre ce qu'il appelle lui la casta, la caste politique, la caste des péronistes qui se servent de l'État pour vivre aux dépens des autres, pour redistribuer les richesses, etc. Les péronistes continuent à contrôler presque la moitié du Sénat, pas tout à fait la moitié de la Chambre des députés et à peu près la moitié des gouverneurs des différentes provinces. Alors, Milei s'est trouvé dans une situation difficile parce qu'il doit avoir l'aval d'une des deux chambres. Alors, j'ai un petit trou de mémoire maintenant, je suis désolé, je crois que c'est le Sénat qui a rejeté son décret de loi économique il y a 3 mois à peu près. Et ensuite, il a pu avoir l'accord de la Chambre des députés, ce qui veut dire que son décret économique, ses réformes économiques, surtout de dérégulation et de changement du cours légal, seront en vigueur pendant un an, jusqu'au mois de janvier 2025, de 24 à 25. Mais il a dû quand même jouer au jeu de la politique, surtout avec les gouverneurs des provinces qui étaient fâchés d'avoir perdu leur redistribution de fonds nationaux. Donc voilà ce que Milei n'a pas encore réussi à faire. En conclusion, je suis d'accord avec Emilio Ocampo, l'économiste argentin qui allait être le président de la BCRA, la Banque centrale de la République argentine. Je pense que la dollarisation est importante en Argentine, non pas seulement d'un point de vue macroéconomique, parce que la dollarisation veut dire la fin de l'hyperinflation, parce que l'État argentin ne pourra plus imprimer et créer de monnaie. Ça voudrait dire aussi un contrepoint institutionnel, parce que l'État, dans ce cas-là, serait obligé d'augmenter les impôts, chose très difficile à faire en Argentine, ou d'emprunter sur les marchés internationaux, chose difficile pour l'Argentine. Donc la dollarisation représenterait une discipline fiscale pour l'Argentine. Mais je suis d'accord avec l'argument que Emilio Ocampo a partagé à l'Université d'été d'Aix-en-Provence il y a 2 mois, donc je veux être très clair que ce n'est pas, je suis entièrement d'accord avec lui, mais ce n'est pas mon idée originale. Le problème fondamental de l'Argentine depuis 1930, c'est le manque d'engagement crédible. L'Argentine a eu, de 1853 à 1930, des institutions très puissantes qui ont pu être un contrepoint important au pouvoir. Le Congrès était un contrepoids au président, la Cour suprême était indépendante, la Banque centrale créée au XXe siècle était indépendante, mais à partir de 1930, l'Argentine a souffert d'un manque de respect institutionnel, d'une anomie institutionnelle et un manque d'engagement crédible. Et donc, la grande crainte, non pas d'un point de vue monétaire et macroéconomique, mais d'un point de vue institutionnel, c'est que si l'Argentine, si Milei n'arrive pas à dollariser, c'est-à-dire fermer la banque centrale
de l'Argentine, toutes ces réformes peuvent disparaître en un instant par décret du prochain président. Donc, toutes ces réformes de dérégulation, toutes ces réformes de marché, de protection des droits de propriété, de protection de droits de contrat, de baisse des dépenses publiques, peuvent disparaître immédiatement par un simple décret ou de son successeur ou d'une loi passée par le Congrès et le Sénat. Par contre, fermer la Banque centrale argentine, en finir avec la Banque centrale et adopter le dollar, représenterait un engagement crédible beaucoup plus fort et beaucoup plus difficile pour un successeur péroniste ou un successeur moins libéral de changer. Donc je pense que la dollarisation est très importante pour l'Argentine. Je suis optimiste. Je pense que Milei ne se sent pas prêt politiquement. Il voulait avoir l'aval du peuple argentin. Il continue à avoir le soutien du peuple argentin. Il a pris des mesures immédiates qui ne sont pas forcément libérales, mais qui, je pense, sont intelligentes d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'immédiatement, après avoir été investi, il a non seulement coupé les dépenses publiques, coupé le poids de l'État, mais aussi augmenté les subventions, les aides sociales aux plus démunis, aux plus pauvres, en comprenant, en disant, en étant honnête, qu'il y allait y avoir en Argentine, c'est un prof d'économie, je crois qu'il a dit 15 mois, mais en gros, un an et demi de difficulté avec le programme d'austérité. Donc je pense qu'il a été intelligent de ce point de vue-là. Il reste un problème toutefois plus profond en Argentine. Comment changer les normes informelles? Le respect des institutions, le respect de l'état de droit réside dans le texte, le parchemin de la Constitution, le papier de la Constitution, mais existe aussi dans les mentalités. Donc, un pays peut être libre économiquement, peut avoir des contrepoids seulement si la caste politique et une majorité au moins des citoyens veut des contrepoids institutionnels et veut la liberté. Comment changer des normes institutionnelles? Comment changer l'anomie et la corruption de l'Argentine? Comment changer le clientélisme de l'Argentine? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je suis d'accord avec Emilio Ocampo qu'il est très important de fermer la Banque centrale de l'Argentine, qui n'a pas su se montrer adulte, se montrer responsable et adopter la dollarisation. D'un point de vue politique, comment et quand, c'est une autre question. En conclusion, je pense qu'il existe beaucoup d'espoir pour l'Argentine. Milei, avouons-le, est un farfelu. Il aime bien le théâtre politique, il aime bien se faire prendre en photo avec ses pouces levés, il aime bien valser à travers le monde pour recevoir des prix, des think tanks, des instituts libéraux. Ne serait-ce qu'au mois de juin, il était 2 fois en Espagne pour recevoir deux prix différents. Il fricote un peu avec l'extrême droite internationale, mais c'est du théâtre politique. D'après ce que nous avons pu voir dans les 9 derniers mois, il a déjà commencé les pas vers un nouveau miracle argentin. Et je pense qu'il est très important pour lui d'avoir cet engagement crédible en imposant la dollarisation et fermant la banque centrale. Alors, je ne vais pas traduire parce que c'est pas tout à fait un gros mot, mais c'est pas entièrement poli non plus. Je vais finir avec ces paroles de Javier Milei: La libertad, carajo. Avançons la liberté. Merci beaucoup. Et ce sera un plaisir maintenant pour moi de prendre des questions. Je vais arrêter le partage.